ghosting us, motherfucker. I don't care who you are back in the world. You give up position one more time, I'll bleed you real quiet and leave you here. Got that? Happy Halloween, ladies. Watch out for that first step, it's a doozy. Huh? I fucking love that guy. When I am gone, you will have never been. How do you get this information? Just comes to you. This stuff just flies through the air. They send this information out, and it's just beamed out all over the fucking place. You all have to do is know how to grab it. See on how to grab it. You the only one who made it? Not the only one. Did you kill it? Where were you, Charles? Thought I saw Blair. I went out after him. Got lost in the storm. Fire's got the temperature up all over the camp. Won't last long, though. Neither will we. How will we make it? Maybe we should. If you're worried about me, If we've got any surprises for each other, I don't think we're in much shape to do anything about it. well, what do we do? Why don't we just wait here for a little while? Je m'appelle Thomas et j'ai toujours voulu faire un podcast sur ce qu'on appelle les heavies en anglais. C'est généralement des mecs qui sont, vous voyez surtout les films, on sait pas forcément qui ils sont, on connaît pas leur nom, mais on reconnaît leur gueule. Parce qu'ils apparaissent dans des dizaines et des dizaines de films qu'on apprécie, où ils ne sont pas la star. Ils ont une ou deux scènes, en général assez mémorables, où ils ont l'occasion de briller, voire de mourir. C'est plutôt souvent la deuxième chose qui se passe. Ça vient aussi du fait, l'envie de faire ce podcast, d'un site qui était excellent, qui s'appelait secondcouteau.com, absolument génial, très bien écrit, très malin, qui mettait en avant les profils de chacun de ces acteurs, dirons-nous, de second plan, qu'on appelle assez crûment en français second couteau, par référence au fait qu'on utilisait en fait les couteaux de cuisine d'abord comme en second plan après les couteaux d'ustensiles, notamment pour tuer ou utilisé comme outillage, et ce depuis très très longtemps. Donc on est dans un contexte de couteau de cuisine, ce qui est super agréable pour des mecs qui ont bossé et qui sont cassés le cul pour faire une carrière, parce que comme vous le verrez, et surtout ce podcast va être l'occasion de revenir essentiellement sur des acteurs nord-américains, ou au moins anglophones, par simplicité, et par le fait que je ne connais pas forcément très bien les d'autres acteurs en venue d'Asie, d'Europe et notamment de France. Certains, bien sûr, comme tout le monde, je connais les Jean Lefebvre et compagnie. Mais pour l'instant, je vais essayer de me focaliser là-dessus puisque c'est plutôt ça qui m'intéresse en fait comme contexte. Mais on ne sait jamais, qui verra. Et donc oui, voilà, je voulais revenir brièvement sur ce podcast. Je vais essayer d'aborder les quelques rôles clés de ces personnages, de ces personnes-là, essayer de comprendre d'où ils viennent, leurs spécificités, vous expliquer et espérer en fait à la fin de ce podcast que quand vous allez voir le type à l'écran dans un film, quand vous allez entendre sa voix, quand vous matez, je sais pas, un jeu vidéo ou un film en VO, bah ça vous dise quelque chose et vous dit ah ouais, maintenant je suis capable de mettre le visage sur ce type. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer avec un acteur qui m'est particulièrement cher, qui s'appelle Keith David, acteur nord-américain, noir, né à Harlem en 1952 et qui a grandi dans le Queens. C'est une personne qui est surtout connue pour son premier rôle, à savoir celui de Giles dans The Thing. Il a, avant de faire ça, donc c'était en 82, c'est quelqu'un qui a toujours été intéressé par le théâtre très tôt. Son père était comptable et sa mère bossait comme responsable au niveau des télécommunications de New York. Et ayant grandi donc justement dans un milieu afro-américain, donc il est né à Harlem bien sûr, mais avec
pas mal d'argent derrière parce qu'il a quand même pu profiter d'une enfance agréable. Et tout de suite, en fait, ses parents ont vu la possibilité pour lui de faire de la dramatique. Il dit que son amour pour le théâtre et pour le fait d'être acteur est venu quand il était enfant de faire une pièce de théâtre où il jouait le magicien d'Oz, en fait, il était tout petit, et il jouait le lion peureux. Et c'est quelque chose, une expérience qu'il a absolument adoré, ce qui est assez drôle parce que Keith David est doté d'une voix assez grave, dira-t-on, et on n'a pas vraiment la sensation d'avoir quelqu'un qui serait à même de jouer le lion peureux dans le magicien d'Oz. Peu importe. Après cela, il fait un lycée d'art dramatique à Manhattan avant d'intégrer la prestigieuse Juilliard School en 75, de laquelle il ressort avec un diplôme, un bachelor en fait, donc l'équivalent d'une licence, si on peut appeler ça comme ça à l'époque, de théâtre et d'art dramatique. Donc la Juilliard School est bien évidemment cette école extrêmement réputée, de laquelle sont sortis notamment Val Kilmer, Robin Williams, Christopher Reeves et bien d'autres. Ce qu'on sait moins en fait avec la Juilliard School, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont sortis de là sans avoir justement une carrière de premier plan. Et c'est toujours assez intéressant en fait de voir ce parallèle-là. Je pense notamment à Kevin Conroy, qui en Amérique est assez connu pour être là. En fait, il a doublé Batman donc dans les dessins animés pendant quasiment 30 ans, je crois. Donc très très long, et c'est tout ce qu'il a fait. C'était un gars qui partait de rien, donc c'était aussi l'avantage, c'est que c'était une école à moitié semi-publique, en fait, financée en partie un petit peu par New York. Et donc, en fait, il y avait un système de bourse qui, lui a permis de rentrer. C'était pas le cas de Keith David, qui, lui, en fait, avait des parents qui étaient déjà plutôt middle class, voire upper class, surtout pour le contexte afro-américain dans lequel il a grandi. Donc il fait un peu de théâtre en sortant de la Juilliard School, notamment comme beaucoup d'autres, il tourne autour des États-Unis en jouant Hamlet et Shakespeare, rôle qu'il reprendra plus tard dans une période un petit peu molle de sa carrière au début des années 90. Il a aussi un petit peu bossé à Broadway, puisque étant originaire de New York, en général les acteurs qui bossent à New York ont tendance à bosser sur les pièces de Broadway ou alors off Broadway, donc qui sont les pièces un petit peu moins pas des comédies musicales en général moins importantes, mais qui permettent à toute cette population de vraiment les faire vivre. Et j'ai d'ailleurs toujours été assez étonné quand j'étais à New York, en fait, jeune étudiant de cinéma, je me disais je vais chercher des librairies avec des livres de sur le cinéma, quoi. Et en fait, j'ai trouvé de prestigieuses librairies qui n'avaient aucun bouquin sur le cinéma, parce qu'en fait tout était dédié à la vocation d'acteur, au théâtre et à Broadway. Donc ça m'a vraiment surpris parce que je me suis toujours dit New York c'est quand même une ville de cinéma, enfin on a Scorsese, il y a quand même des grandes personnes qui ont évolué dedans. En fait non, que dalle, c'était vraiment spécifiquement sur le théâtre, Broadway et bien sûr le métier d'acteur. Au bout, il arrive enfin, à peine 3 ans après, à récupérer son premier rôle qui sera probablement celui pour lequel il est le plus connu, celui de Childs dans The Thing. Donc Childs, The Thing, je vais pas vous faire la honte de vous rappeler l'histoire. Fameuse adaptation de Carpenter qui avait déjà été adaptée à l'écran par Howard Hawks en 1950 je crois, dans ces eaux-là, qui était elle-même basée sur la nouvelle de Campbell, Who Goes There, qui était beaucoup plus scientifique dans son approche, alors que justement le côté des cols bleus de Carpenter avec Kurt Russell et notamment Childs, qui s'oppose tout de suite aux scientifiques joués par j'ai plus son nom, Walter, le gars qui justement qui est mort récemment, qui était je me retrouve un peu comme un con, qui joue le scientifique, qui découvre en fait tout de suite la source d'infection et pose son flingue sur la table en se disant maintenant ça va mal se passer. Je crois que c'est Walter Brimley, mais je suis pas sûr, qui était très connu aux États-Unis parce qu'il a fait des pubs sur le diabète, il était éteint de diabète et il fait I am Walter Brimley and I have diabetes. Et c'est un mec en fait qui est très connu qui est devenu une sorte de mime viral aux États-Unis, alors qu'en fait il a lui aussi est un second couteau sur lequel je reviendrai à un épisode ultérieur. Et donc c'est rigolo parce que tout de suite Kurt Russell est mis en avant comme étant le mécano, le pilote d'hélicoptère, et qui s'oppose un petit peu à des mecs très rationnels. Bon, très vite ça part en sucette, bien évidemment. Et Charles en fait c'est quasiment le second personnage principal. Donc c'est ce gars posé avec la petite boucle crâne rasé, la petite boucle d'oreille. Mec, faut pas le faire chier. Et c'est bien sûr, tout le monde connaît la fin où ils arrivent tous les deux à survivre, mais on les a perdus de vue tous les deux. Et donc vous avez Kurt Russell Kurt Russell et Keith David se font face.
le laboratoire est en train de brûler, ils vont probablement crever autour d'un feu, et on sait pas qui est la chose, bien évidemment, et c'est là que Kurt Russell, McReady, dit, bah, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas un petit peu, on va voir. Et il y a toujours ce doute, en fait. Alors, il y a plein de théories, est-ce que, qui est la chose, qui a été infectée, j'aime beaucoup celle de Toré, en fait, donc Jean-Baptiste Toré, qui lui, explique, en fait, grosso merdo, que si vous regardez, il n'y a pas vraiment de buée. Enfin, la chose peut reproduire, le monstre, en fait, qui prend l'apparence des gens, peut reproduire l'apparence physique à la perfection, mais n'arrive pas à reproduire, en fait, les capacités physiques et vitales. Donc, en fait, Keith David ne produit pas de buée, en fait, on voit pas son souffle. Donc, potentiellement, c'est lui la chose. Après, c'est une théorie qui a été rayée par Carpenter des années plus tard en disant que c'était juste un effet d'optique, qui avait pas forcément, et pour conserver un peu la mystique. Donc, je sais pas. Je suis encore un peu au point médusé. La seule idée que je voyais par rapport à ça, c'est qu'au début du film, si vous vous rappelez, Kurt Russell joue sur un ordinateur. Ordinateur qui est doublé par la femme de Carpenter, qui allait devenir son ex-femme, Adrienne Barbeau, donc grande actrice de télé et grande doubleuse, et il se fait avoir par l'ordinateur, quoi, l'ordinateur qui est aux échecs. Donc Kurt Russell prend sa bouteille de whisky et verse le contenu sur l'ordinateur en disant cheating bitch, quoi, espèce de salope, tu triches. Et c'est rigolo, c'est qu'à la fin du film, il passe une bouteille d'alcool à Keith David, et la question c'est, est-ce que c'est un écho à la scène du début où grosso modo il sait qu'il a perdu, et son dernier geste de révolte, c'est juste de balancer de l'alcool sur l'ordinateur, et là en fait il donne de l'alcool à la chose, et encore même, est-ce que c'est de l'alcool en fait, est-ce que c'est pas parce qu'on le voit pas vraiment boire, c'est peut-être du pétrole, et donc du coup en fait la chose ne comprend pas en fait ce qu'elle est censée reproduire. Donc voilà, c'est toujours un film assez intéressant, et qui était censé propulser la carrière de Keith David, mais qui ne l'a pas fait, pour une raison simple, c'est que le film étant sorti en même temps que E.T., et bah ça a pas marché en fait. Les gens voulaient voir des trucs cute, super mignons, avec un espèce de gros étron sur pattes, bon gros gloubi-boulga Spielbergien. Même j'apprécie beaucoup Spielberg, mais bon voilà, E.T., je sais pas, ça m'a jamais transcendé, on va dire, et du coup ils sont sortis face à face l'été, et ils se sont fait défoncer. C'est pareil pour Blade Runner qui est sorti la même année, et ça a pas du tout marché. Donc la petite histoire de Keith David qui raconte à ce propos, c'est que lui était persuadé que ça allait lancer sa carrière, que c'était un super film, enfin c'était ouf les moyens qu'ils avaient mis en place, c'était un film chez Universal, un remake d'un grand film de Howard Hawks avec le fils de Lancaster qui faisait le scénar, ils avaient tourné ça en intérieur en été à Los Angeles, dans des endroits réfrigérés, enfin c'était la totale, et il était là avec son t-shirt The Thing, sa casquette The Thing, tous les goodies. Il était juste en face de là où il y avait la première en fait de The Thing, et il se met à un bar, quoi, et puis il y a la pub pour The Thing qui passe, et il fait et tout, c'est moi, vous pouvez mettre plus fort et tout, c'est moi qui joue dedans. Et le mec regarde, le barman regarde Keith David, il regarde l'écran, et ouais, enfin il est complètement blasé en fait. Et c'est là où Keith David se dit putain merde, ça se trouve ça a peut-être pas si bien marché que ça. Et du coup hélas, il a eu le droit à 4 ans de traverser du désert, quoi, parce que il a pas vraiment eu de taf au niveau cinéma entre The Thing, qui a été un four monumental, et son prochain film qui était Platoon. Donc Platoon déjà lui a permis un peu de redresser la barre, dans le sens où il y avait beaucoup comme dans Platoon, vous avez bien sûr plein d'acteurs qui étaient en passe de devenir connus, beaucoup de second couteaux classiques. Enfin bon, Forest Whitaker était dedans, il était pas encore très connu, mais il y a des gens comme Tony Todd qui sont dedans. Enfin vous avez Michael C. Guinness, je crois, le gars qui joue le Dr. Kelso dans Scrubs, qui était aussi un très bon pote d'Oliver Stone qui joue dans tous ses films, un autre grand second couteau du cinéma s'il n'en est. Et il a réussi en fait un petit peu à peu à gratter des rôles comme ça au cinéma. Ce qui est pas mal pour lui, parce qu'en fait c'était un peu la grosse galère, quoi. C'est-à-dire qu'à côté il faisait un peu de théâtre, mais pour en vivre c'était compliqué. Le gros truc de Keith David en fait, et la grande intelligence qu'il a eue par rapport à pas mal d'acteurs, c'est qu'il a tout de suite en fait réussi à mettre son pied dans la porte dans l'industrie du doublage. Et donc à côté de ce rôle de Chives qui était assez connu dans Platoon et d'autres petits films qu'il a fait à droite à gauche, il a toujours été en fait, vous l'avez vu notamment dans Marie à tout prix, il joue le beau-père de Marie, donc l'espèce de grosse comédie débile des frères Farrelly, et il aide Ben Stiller dans une des scènes les plus drôles du film. Et il a toujours été un petit peu dans ces films, soit il jouait vraiment le tough guy, donc il jouait un flic dans Clockers par exemple, un officier de police, ou il jouait un pistolero
Mort ou Vif, hein, le super western avec Sharon Stone de Sam Raimi. Mais tout de suite, en fait, il a réussi. Donc, soit il jouait ses gros durs, soit il jouait des mecs complètement en inverse, où justement, il partait un peu dans les aigus quasiment, quoi, pour faire un peu, soit pour faire les grandes folles, soit pour faire des mecs un peu foufou. Et à la fin des années 90, en fait, il arrive en fait à mettre son pied dans la porte, hein, notamment en faisant au tout début des doublages de dessins animés japonais. Notamment, il a fait 3x3 Eyes, il joue dans Mononoke. Dans Mononoke, il fait dans le doublage anglais. À côté de grosses pointures comme il y a Gillian Anderson, il y a Billy Bob Thornton. Il joue dedans en fait, il a plusieurs rôles, il fait le narrateur, il fait le démon, le dieu sanglier. Et en fait, il a une voix extrêmement grave qui lui permet tout de suite de se poser et de faire une forte impression. Et surtout, dans ces années-là, le rôle qui va lancer sa carrière de doubleur et qui va impacter des centaines et des centaines de gamins comme moi qui ont vu le dessin animé quand ils étaient gosses, hein, c'est Gargoyles en fait. Donc Gargoyles, qui était doublé par, où il joue l'acteur principal en fait, le Goliath, qui est une espèce de leader très posé de ces gargouilles. Donc le principe, c'est que c'est des espèces de monstres qui se retrouvent, des gargouilles quoi, qui se transforment en pierre la journée, qui vivaient en Écosse durant le Moyen-Âge et qui se retrouvent transportés à New York dans les années 90. Et c'est rigolo parce qu'en fait c'est un dessin animé qui est très noir, qui a été dont Disney ne voulait pas. Disney voulait absolument pas, et c'est uniquement parce que le PDG de Disney, lui, a dit bah si, on va continuer, parce qu'il appréciait en fait le boulot de Greg Weisman, qui est un gars après qui a été faire les Justice League et compagnie en dessin animé. Et un dessin animé assez étrange, parce que très noir, assez sombre. Ils avaient un peu, forcément comme d'hab, dans les années 90, ils avaient sous-traité une partie de l'animation au Japon, donc ça avait de la gueule. Il y avait le pétage de plomb en fait sur cette série, c'était qu'en fait tous les acteurs de Star Trek, la nouvelle génération, jouaient dedans. C'est-à-dire que le méchant, grosso modo, était une espèce de Bill Gates, manipulateur, était joué par c'était Riker, donc Jonathan Frakes, et c'était Dana Troy qui faisait l'autre méchante quoi. Et du coup, en fait, peu à peu, ces gens-là ont amené avec eux ce pool d'acteurs. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais grosso modo, les mecs de Star Trek étaient potes et se connaissaient tous, et ils se sont dit tiens, je fais un truc de dessin animé, est-ce que tu veux venir? Et donc en fait, on se retrouve avec il y a l'acteur qui joue Data, il y a tout le monde quoi, Brent Spinner et tous les mecs de Star Trek quoi. Il y a même oulala, donc l'officier afro-américaine de la première version de Star Trek, qui joue dedans et joue la mère en fait de l'autre protagoniste, qui est une flic new-yorkaise dont le père est indien et la mère est black. Et ouais, en fait, Keith David a vraiment fait impression parce que ça a duré 3 saisons et il était présent dans tous les épisodes avec et il jouait vraiment un peu la voix de la sagesse quoi. C'est-à-dire que c'était le gars qui essayait sans arrêt d'essayer de trouver un équilibre entre l'humanité et les gargouilles, comment essayer de survivre. Il essaie d'instaurer à chaque fois cette espèce de sagesse à tous les petits jeunes qui étaient avec lui, parce qu'en fait il a une sorte de clan, un cheptel de petites gargouilles avec lui, il lui explique un peu la vie. Et c'était vraiment le gars vraiment impressionnant, et surtout en fait quand il s'énervait, il partait, c'était une espèce de hurlement gutturaux qu'il faisait, c'était vraiment très très impressionnant. Et encore aujourd'hui, pour l'avoir revu sur Disney+, il y a quelques années, tout est sur Disney+, je crois. C'est vraiment une superbe performance, et ça lui a permis en fait de lancer une carrière qui n'a jamais arrêté en fait concrètement, puisque à côté de tous ces petits films, donc notamment avec quelques bonnes performances, hein, je veux dire, il a quand même fait pour faire Big Tim dans Requiem for a Dream, où il joue donc une sorte de macro infect, ignoble, qui manipule complètement Jennifer Connelly et qui l'amène à de plus en plus se pervertir et se débaser pour avoir sa coke. Et quand il balance des trucs comme je vais te foutre ma bite dans la gueule, et à côté il fait des scènes où il la manipule complètement émotionnellement, c'est vraiment impressionnant, et c'est complètement à contre-emploi de ces des rôles de heavies, de gros balèzes qu'il a eu tendance à faire, et c'est assez choquant quoi. Et à côté, c'est un gars qui va quand même pousser pour faire beaucoup de doublages, et l'autre rôle des années 90 en fait qui lui a permis de se forger une super réputation, c'est bien évidemment le dessin animé Spawn, qui était produit par c'est pas le film, c'est-à-dire que quand le film est sorti, Todd McFarlane, pour replacer Spawn, c'est un comics américain qui était indépendant, géré par un gars qui s'appelle Todd McFarlane, qui a fait plein de fric dans les années 80. Et le gars en fait avait plein de thunes, et il a un peu pris la folie des grandeurs, parce que Spawn c'était pas génial quoi. C'était juste en fait il avait pris un héros de comics qui s'appelle The Prowler, qui était aussi un peu afro-américain, et puis il a dit voilà,
c'est pareil, voilà, c'est un super-héros black, c'est un c'est un général des enfers, il va revenir, il est pas content, et il veut essayer de sauver sa femme et compagnie. Et c'est pas, enfin, de base, quoi, le film était pas, donc, Todd McFarlane a poussé pour faire des produits dérivés, c'est comme ça qu'il est devenu riche, et il a fait beaucoup de figurines, et à côté, il a poussé pour faire un film qui est sorti avec Michael J. White, en 97, je crois, qui était vraiment pas terrible, enfin, c'était n'importe quoi. C'est pas de la faute de Michael J. White, c'est pas la faute de John Leguizamo qui joue une sorte de clown, enfin, un espèce de démon, en fait, mais qui a une forme humaine de clown obèse, alors lui, il essaye, quoi, vraiment, lui, c'est le second couteau parmi les seconds couteaux, et il fait un très très bon boulot parce qu'il passe il passe de l'acteur qui fait les petits mexicains et les chicos et tout ça à un gars une performance complètement débile et complètement out there, quoi, mais assez chouette, quoi. Après, bon, le film il est dégueulasse, la CG, enfin les effets spéciaux, t'as envie de te tirer une balle à la tête, enfin c'est horrible, et t'as Martin Sheen en méchant, quoi, qui avec une espèce de boucle ridicule, qui l'a fait uniquement pour son gosse, quoi, parce que ce à quoi je peux complètement comprendre et apprécier. Je rappelle que un mec comme Frank Langella, qui est grand acteur de théâtre, grand acteur, c'est le gars qui a joué Skeletor dans le film dégueulasse de la canon des Maîtres de l'Univers, et quand t'as des journalistes qui disent « Ah, vous avez fait Skeletor et tout, c'est trop de la merde », et dans une interview, il a vraiment dit « Non, c'est mon rôle préféré, parce que ça fait plaisir à mon fils, et je me suis éclaté, quoi. » Et c'est vrai qu'il le fait avec un délire shakespearien, et bon, je vous avoue que Martin Sheen, il fait pas du Shakespeare quand il joue Jason Wynn dans Spawn, mais passons. Et donc à côté, pour pousser, il y a l'idée de franchise et de faire d'autres choses. Il y a un projet de cartoon qui est fait, qui est pris par HBO. Et l'idée, c'est que c'est géré par certains des mecs qui avaient bossé sur Batman, la série animée, notamment Eric Buronski, je crois, qui était le producteur. Et donc l'idée, c'est de faire un truc très dark, très sombre. Et c'est pas du tout pour enfants, et c'est pas du tout le même ton que ni le comics, ni le film. C'est très lent, c'est très sombre, c'est beaucoup d'introspection. Grosso modo, Spawn passe 50% de son temps dans des poubelles, parmi des clochards, en train de s'autoflageller, et c'est un peu la grosse déprime, mais et c'est du coup Keith David qui joue Spawn, c'est vraiment incroyable, quoi. Il habite le personnage, espèce de mec possédé qui sait, au début, en fait, il sait même pas qui il est, il est toujours en train d'errer, d'essayer de retrouver ses attaches, ses ancres, et peu à peu, en fait, donc c'est une série de trois films assez longs, en fait, donc c'est trois films animés d'1h30, qui peu à peu, en fait, montrent comment Spawn, en fait, se forge en tant que anti-héros, et passe du statut d'espèce de cadavre ambulant, il retrouve ses pouvoirs, il comprend ce qu'il est, et finalement il décide de protéger les clochards qui habitent dans son royaume, si on peut dire. Et il y a plein, et c'est rigolo parce qu'en plus donc tout est en jeu d'ombre, il y a très très peu de couleurs, il y a très très peu de mouvements, c'est pas non plus, ils ont pas une thune exceptionnelle, mais c'est quasiment filmé en fait comme une série télé. Et c'est vraiment impressionnant à l'époque de faire enfin un dessin animé adulte, et pas adulte dans le sens heavy metal avec du cul ou du hard rock, quoi. C'est vraiment très posé, c'est quasiment un drame introspectif, quoi. Et il y a beaucoup et les sujets un peu taquis comme la drogue, et qui sont en général abordés dans les trucs pour enfants sur un mode extrêmement péjoratif et promptoire, sont montrés dans toute leur cruauté et l'horreur que ça produit, quoi, mais de manière extrêmement léchée. Et ce dessin animé, c'est dommage en fait qu'il soit plus disponible, je pense, peut-être sur HBO Max quand ça sortira, mais c'est vrai, je l'avais vu sur Série Club à l'époque, hein, et c'était vraiment, il y a des excellentes idées, enfin notamment donc le clown dont je parlais, espèce de gros bouffon débile qui est doublé par le mec qui fait les Spider-Man à l'époque en dessin animé, d'ailleurs c'est marrant, se transforme en fait en espèce de démon, qui est un squelette ignoble, et en fait quand il parle avec une voix extrêmement douce, que c'est censé être de la télépathie. Et il y a plein de petites idées en fait de direction, d'acteurs absolument génial, et on trouve pas mal de second couteaux d'ailleurs qui se baladent, notamment il y a Robert Foster qui joue l'ancien général en charge de Hal Simons, donc Spawn quand il est humain, il y a Jennifer Jason Leigh qui joue une vampire, il y a plein de petites choses comme ça assez cool dans les trouvailles, et c'est encore une fois essentiellement grâce au travail de Andrea Romano, qui est une très très grande, si ce n'est la plus grande directrice de casting audio aux États-Unis, voire au monde, même on a pris sa retraite depuis, qui était en fait c'était l'assistante et l'élève de la personne qui était en charge à la Warner
des doublages, enfin de la direction, des castings et de direction artistique en fait, des doublages des dessins animés Warner de la grande époque. Donc tous les Looney Tunes en fait, avec tous les Looney Tunes, c'était géré par son mentor. Et donc en fait, elle a appris auprès du meilleur quasiment. Et elle a toujours, et c'est elle qui a géré tous les dessins animés Warner aussi. Enfin, son taf est vraiment impressionnant quoi. Et Spawn, et c'est dans Spawn en fait où transparaît la performance d'acteur et notamment celle de Keith David qui est absolument phénoménal. Et c'est un rôle qui va continuer à jouer mais de manière un petit peu plus succincte quand Spawn apparaîtra dans des jeux vidéo, genre je sais pas, Soul Calibur ou Injustice, Mortal Kombat. Donc c'est assez chouette de savoir en fait. Et il est très attaché en fait au personnage. C'est vraiment quand tu lui as demandé quels sont les rôles que vous aimez vraiment, il avait dit il y a Spawn, il y a le docteur Facilier, donc dans la princesse et la princesse et la grenouille, une espèce de délire vaudou, puis c'est un Disney quoi, donc c'est toujours un cachet. Et l'autre bien sûr c'était Goliath. Donc ouais, c'est vraiment chouette parce qu'en plus non seulement il va faire du dessin animé dans les années 90 avec sa voix de baryton extrêmement reconnaissable, mais il va aussi commencer à faire du jeu vidéo et il a l'extrême intelligence et aussi je pense les directeurs de casting de le prendre en fait sur des rôles qui marchent et qui lui permettent d'utiliser son charisme naturel. Donc moi, très succinctement, gros joueur de jeux de rôle, je le reconnais comme étant, il a joué dans le premier Fallout, où il joue l'espèce de dealer de drogue, et dans Planescape Torment, où il joue un peu une sorte de Judge Dredd mort-vivant, Valor, l'incarnation de la justice, et c'était assez cool, mais bon, il y avait 5 lignes, quoi. Mais ce qu'il connaît vraiment, là où il se fait vraiment reconnaître, c'est sur 2 rôles. Le premier, notamment, c'est l'arbitre, dans Halo. Donc, je rappelle, Halo, délire futuristique avec des mecs qui ont des armures de Power Rangers qui se battent contre des aliens qui ressemblent à des E.T. sous stéroïdes de 2 mètres de haut et qui sont en fait qui sont le Covenant qui dirige un peu le monde quoi, enfin la galaxie. Et lui joue en fait un de ces gars-là qui s'est battu contre le Master Chief, donc l'espèce de Space Marine qu'on joue et qui a perdu. Et grosso modo, on lui dit il faut que tu retrouves ton honneur en devenant l'arbitre, qui est une espèce d'ancien guerrier mystique, mission kamikaze. Et bon, forcément, ils deviennent meilleurs potes. Enfin, on le joue dans Halo 2. En fait, le gros twist de la suite de Halo, c'est qu'on joue à la moitié le Master Chief et à la moitié l'arbitre. Donc, ce personnage joué par Keith David, et c'est le truc classique du grand guerrier noble, autochtone, incompris, mais il le joue tellement bien, quoi. Enfin, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est le gars. Au début, il est complètement dans son délire, ouais, j'ai raison, tout, machin, je vais me racheter. Puis peu à peu, il s'aperçoit que tout le Covenant, en fait, toute sa hiérarchie dessus est complètement pourri, corrompu, et peu à peu, en fait, il se fait l'idée, qu'il va bosser avec les humains. Et il y a cette très belle scène, en fait, à la fin, où, on pense que Master Chief est mort, et donc il y a une espèce de délire 11 septembre avec une grande pierre et toutes les photos des mecs et les fleurs et machin, et puis t'as le général humain qui fait ouais en fait vous êtes pas, j'espère qu'on va pouvoir faire, c'est Ron Perlman d'ailleurs qui le double, hein. Il dit ouais j'espère qu'on va pouvoir enfin bosser ensemble et que que tout peut être oublié quoi. Et il dit genre where is so easy, c'était si facile. Et c'est vraiment chouette, et du coup il continue à le jouer de temps en temps sur les Halo 5 et les suites, mais bon il a pas un rôle super important maintenant, puisque je pense que Microsoft veut sortir un petit peu le casting classique et faire autre chose, et Keith David dans ses interviews justement disait qu'il était vraiment étonné parce que les gens ne lui demandaient plus, quand il allait sur des tournages ou quand il rencontrait des fans dans les Comic-Con et compagnie, il disait c'est pas tellement les gens viennent plus me voir pour mes rôles de cinéma, ni tellement pour mes rôles dans Spawn ou comme Goliath en fait dans Gargoyle, mais vraiment pour ce que j'ai fait dans le jeu vidéo, pour l'arbitre, pour le Sergeant Foley aussi dans Call of Duty 2, qui est connu parce que grosso modo c'est le mec qui vous donne les ordres, il fait ouais machin, Ramirez fais ci, Ramirez va prendre le Burger Tom, Ramirez machin, et c'est l'espèce de figure du mentor badass militaire comme les Américains l'aiment tant quoi, mais il le fait tellement bien quoi. C'est ça le truc, c'est que le gars a vraiment bien géré sa barque, il a trouvé sa petite niche, mais ça l'empêche pas à côté de faire des trucs un peu débiles, notamment il joue dans Rick and Morty, il joue le président, enfin une sorte de parodie d'Obama complètement débile, et ça lui permet aussi de faire des choses plus sérieuses à côté, notamment peut-être le rôle pour lequel il est le plus, je crois qu'il a gagné d'ailleurs un titre, je crois que c'était au Golden Globes ou non peut-être un truc un peu moins important, mais en tout cas ces rôles, disons, plus propres et plus sérieux font notamment dans la narration de documentaires. Il est connu pour avoir narré au moins 5 documentaires de Ken Burns. Donc Ken Burns, c'est ce grand
grand auteur de documentaires, qui fait des documentaires fleuves, généralement de 12 heures, et qui sont très sobres, en fait. L'un, c'est sur la guerre du Vietnam, donc ça s'appelle The Vietnam War. Il y en a un sur l'histoire du baseball, c'est Baseball. Et il y en a un, c'est The War, sur la Seconde Guerre mondiale, où ça retrace, en fait, le destin à travers des photos, en fait, et des témoignages, l'histoire de 6 personnes, je crois, ou c'était 4 personnes qui étaient des soldats, en fait, pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, l'impact que ça a eu sur leurs proches, l'impact que c'est sur eux, et leur progression à travers des lettres, des commentaires. Et tout est doublé, en fait, puisqu'il n'y a plus vraiment de commentaires, en fait. En fait, au début, les documents de Ken Burns, c'était souvent, il y avait des images, un peu de narration, et à côté, il y avait des historiens qui parlaient. Et The War, en fait, c'est uniquement la narration par rapport à ces lettres-là, par rapport à ce stuff-là. Et essentiellement, à part quelques guest stars qui sont utilisés durant le documentaire pour doubler ces lettres, par exemple, c'est Keith David qui fait la narration. Et c'est extrêmement percutant, il est posé, il y a une vraie solennité dans ses paroles, dans sa diction, et c'est normal qu'il ait gagné un prix, quoi, parce que faire ça pendant 10 heures, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, et il y a vraiment ça apporte une profondeur et surtout une sorte de mélodie au documentaire qui peut être quelque chose par essence, le documentaire, et quelque chose qui est dur à incorporer, surtout vous n'allez pas faire du Netflix avec des documentaires de Ken Burns, quoique The Vietnam War était disponible sur Netflix et beaucoup de gens l'ont maté comme ça, mais on parle de documentaire en fait de quasiment 10 heures. Et en tout cas, ça ajoute un aspect de cinéma et un aspect en fait de simplicité et de compréhension par rapport à ces documentaires-là, qui sont pas des sujets faciles, hein, vraiment. Et des fois, c'est un peu, on se dit putain, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir comment, qu'est-ce que la ville de Mobile en Alabama, parce qu'il vous explique pendant 10 heures le contexte de la ville, d'où viennent les gamins qui vont aller se faire tuer à la guerre, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Il a fait celui-là, il en a fait un sur le baseball, il a fait un paquet et sur la prohibition. Donc, je pense que Ken Burns a beaucoup aimé en tout cas son travail puisqu'il l'a souvent rappelé en fait pour lui filer un coup de main. Ouais. Et c'était le dernier en fait, moi je trouvais assez drôle en fait sur la filmo de Keith David. C'est le fait que toujours dans les jeux vidéo, donc ça m'arrive aussi, hein, de temps en temps, vous verrez de les seconds couteaux, en tout cas les plus récents, ont tendance à voir le jeu vidéo comme une sorte de gagne-pain secondaire, puisque c'est devenu tellement important, il y a tellement de boulot, qu'ils ont tendance un peu à se battre, et c'est vraiment dur pour eux, parce que par essence, un second couteau va pas faire plein de fric avec un film, mais il va pas faire plein de fric non plus avec des pièces de théâtre et la télé, où il sera souvent guest star. Mais dans le cas du jeu vidéo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sorte... j'ai pas été un salaud, mais il y a une sorte d'aristocratie qui s'est créée de personnes qui, grosso modo, étaient pas assez douées pour être je vais être un salaud, hein, je vais être ignoble. Mais c'est des gens qui étaient pas assez doués pour être acteurs, qui avaient des belles gueules, qui poussaient la chansonnette, et qui ont réussi tout de suite à arriver au début des années 2000 quand on a commencé à avoir de l'audio sur des jeux complètement doublés avec beaucoup d'audio, et qu'on trustait tout l'endroit. Et ces mecs-là, ça va être Nolan North, ça va être Troy Baker, ça va être Laura Bailey, et c'est des gens en fait Jennifer Hale, et encore bon, il y a certains j'apprécie, hein, j'apprécie énormément Jennifer Hale notamment, que vous connaissez, c'est elle qui fait la voix du commandant Shepard quand vous jouez une femme, mais elle a fait, c'est une fille, elle fait ça depuis les années 90 quoi, et il y a beaucoup de gens justement que je respecte dans cet aspect-là, mais en tout cas voilà, et c'est vrai que pour les seconds couteaux de cinéma et de séries télé, c'est assez chaud en fait de venir, parce qu'ils ont pas la prestance, c'est pas un triple A, genre c'est pas je sais pas, j'ai n'importe quoi, vous allez par exemple quand Ray Liotta vient et fait Grand Theft Auto, il va demander plein de fric et il peut poser ses couilles sur la table en disant moi je demande plein de fric parce que je suis Ray Liotta et parce que c'est ce que je veux. Encore à l'époque c'était un peu un has-been, mais en tout cas en général dans un jeu vidéo, quand on vous dit il y a telle personne qui sont des superstars, genre Willem Dafoe ou Ellen Page, et qui vont jouer dans ce film, qui vont faire les voix de ce jeu vidéo là, ça va pas être top quoi. En fait, 3/4 du temps c'est un peu de la merde même, parce que les gars ils arrivent, ils en ont rien à foutre, ils chopent leur chèque, ils lisent leur ligne et ils se cassent. Et en fait le problème c'est qu'à côté, en face de vous avez des gars qui sont directeurs de doublage, mais au final c'est un peu dur quoi, parce qu'ils sont en train de se battre contre des gars qui n'ont pas le temps pour ça, qui sont juste là pour toucher un chèque et qui n'ont pas grand chose à foutre. Et de l'autre côté du spectre, vous avez donc les voice actors, donc ces gens-là qui ne font que ça, qui font des heures de ouf, hein. Un mec comme Steve Bloom qui est connu parce qu'il a, grosso modo, c'est à chaque fois que vous jouez à un jeu vidéo en anglais, il y a forcément Steve Bloom dedans, hein. C'est quasiment péjoratif, mais c'est ça quoi. Et le gars il le fait exprès parce que fallait bien qu'il bouffe quoi. Donc c'est des gars en fait qui sont, vous avez ces tauliers du doublage,
Et donc à côté de ça, bah vous avez des gars qui sont des seconds couteaux du cinéma, comment ils font quoi? Parce ils ont pas assez de force et de prestance pour pouvoir se faire embaucher comme ça. Et de l'autre côté, ils doivent lutter contre les voice actors spécialisés quoi. Et eux ont pas forcément envie de devenir uniquement voice actors quoi. C'est-à-dire qu'ils le font parce que ça les aide, mais ils aimeraient bien continuer à faire du cinéma, ils ont des tournages à faire et tout. Donc par rapport à des mecs qui sont tout le temps disponibles pour doubler, bah c'est super compliqué quoi. Et c'est un peu dommage qu'en tout cas c'est vraiment, je pense, ces seconds couteaux-là, en fait, de cinéma et de séries télé sont vraiment intéressants, ils peuvent faire un super taf, notamment avec Keith David qui l'a prouvé, et justement, l'un des trucs les plus rigolos que j'ai trouvé dans sa ludothèque, sa ludographie, on peut dire, c'est la série Saints Row. Donc, en fait, depuis Saints Row 1, au début, c'est de la merde, quoi, c'était une copie de GTA, quoi, grosso modo, par les mecs qui avaient fait Red Action, et, il jouait toujours dedans en fait, il jouait Julius qui était une sorte de chef de gang et compagnie, et il est dans le 1, il est dans le 2, il se fait tuer dans le 2. Mais il donnait vraiment c'était pas mal quoi, en fait il donnait un bon boulot, c'est un peu comme GTA quoi, on sentait que les gars ils s'intégraient à fond dedans, puis c'était assez cool parce qu'il jouait un peu un boss mais il était black quoi, donc c'était un peu différent aussi dans les échelles de pouvoir. Et dans le 4 en fait ce qui se passe c'est il joue son propre rôle en fait. Keith David est là, c'est-à-dire qu'on sait parce qu'il y avait la motion capture et la voix que c'était lui qui jouait Julius, mais la grosse blague en fait c'est que dans le jeu il joue son propre rôle quoi, et il est le vice-président des États-Unis quoi. Donc c'est Keith David vice-président des États-Unis, et donc la Terre se fait détruire, enfin c'est complètement débile, et tout le monde finit sur un vaisseau spatial et il joue son propre rôle. Il est toujours Keith David quoi, mais il est là pour il va essayer de sauver la Terre et ce qui peut l'être quoi encore, et c'est complètement con quoi, parce que il y a même un moment où où on voyage dans un truc genre une Matrix quoi, et on tombe sur Julius qui est l'acteur qui joue, et enfin c'est complètement con quoi, enfin c'est complètement assumé en fait, et c'est très très drôle. Il y a un passage qui est mortel où ils sont là en train de dire ouais tout, on va chauffer, il nous faut des robots géants quoi pour nous aider, un exosquelette. Puis il dit non, ils disent il nous faut un mecha, et t'as Keith David qui est en train de jouer à la Game Boy dans un coin, il fait non et tout, c'est un exosquelette, et il fait mais non, c'est un mecha et tout, non c'est un exosquelette parce que c'est pas un mecha, tu rentres pas dedans en fait, c'est là pour aider ta colonne vertébrale, c'est un squelette supplémentaire, et c'est un échange qui dure 5 minutes, et vous voyez que les mecs ils sont morts de rire, et c'est que du bonheur quoi. Donc évidemment maintenant sa carrière quasiment faite, hein. Je veux dire il a 65 piges, il a un peu sa fanbase, plus les réseaux sociaux qui aident beaucoup à faire. Il est notamment, c'est assez rigolo, il est sur TikTok, alors que bon, je pense pas qu'il soit vraiment dans la catégorie d'âge pour ça, et il cherche quand même toujours à, c'est un gars qui est assez rigolo aussi par rapport à ses convictions. C'est-à-dire que c'est clairement un gars qui a été élevé dans un milieu religieux catholique, qui est pas forcément qui croit pas à la religion dans le sens, mais qui est très spirituel, et qui a cette idée toujours un petit peu de dire en fait il y a une opposition entre les bons et les méchants quoi, dans le monde, et surtout dans le milieu du cinéma, à l'écran quoi. Et lui ce qui l'a toujours intéressé, c'est justement de pouvoir refléter à la fois le bien et le mal quoi. Et c'est vraiment assez chouette d'avoir des gens, enfin c'est pas conservateur, mais cette espèce d'idée extrêmement arrêtée sur la moralité, alors qu'en fait, justement, on voit dans ses films, quoi, il aime bien jouer des gens qui sont un peu des puits de sagesse d'un côté, ou qui mettent sur la voie. Je pense notamment à l'imam dans Pitch Black, hein, et dans La Suite de Riddick, qui joue très très bien, et qui, justement, ça ne peut pas être facile parce qu'il doit jouer une religion différente, et encore une fois, une source de spiritualité. Et c'est le gars, en fait, c'est horrible. Enfin, dans le film, il perd tous ses gamins, et il est obligé de garder la foi, et c'est vraiment pas mal foutu quoi, et surtout à côté de l'autre connard de Vin Diesel qui en fait des tonnes, et en fait il y a que des seconds couteaux quoi dans ce film, c'est ça qui est génial quoi, c'est qu'il y a que des seconds couteaux, et grosso modo bon c'est Vin Diesel qui a propulsé sa carrière, mais en tout cas ouais, et Keith David revient un peu dans la suite aussi, mais là beaucoup plus apaisé quoi, parce que grosso modo ils ont réussi à s'en sortir, et ouais c'est assez drôle en fait de voir cette espèce d'ambiguïté dans les rôles qu'il joue, avec encore une fois le rôle le plus immonde parce qu'il a joué pas mal de malfrats et de gangsters, mais je reviens toujours à Requiem for the Dream qui est, enfin c'est horrible quoi, il joue en macro, la pire espèce, mais même c'est les Thénardier 10 000 puissance 10 000 quoi, c'est vraiment absolument horrible, et en plus voilà le film plonge sur l'enfer de la drogue, mais lui joue vraiment une espèce de saloperie qui s'en sert, qui abuse tout le monde, et qui contrôle complètement le personnage principal. C'est absolument saisissant justement d'avoir la force d'aller au-delà du malfrat et de jouer vraiment une ordure quoi. Et l'ordure l'a joué pendant 2 heures à l'écran. Donc pour moi effectivement Keith David sans aucune question est vraiment un grand acteur, n'est pas juste
Et comme j'ai intitulé ce podcast, hein, c'est des seconds couteaux, mais c'est des acteurs de premier plan. Et ça, je le crois du fond de mon cœur. La scène dont je me rappelle avec Kiss David, parce qu'à chaque fois, je vais essayer justement de faire un petit aparté en fait sur ce qui moi m'a touché, bouleversé, pourquoi je fais en fait un épisode sur cette personne, donc je le ferai à chaque fois. La scène qui m'a beaucoup marqué de Kiss David, c'est dans un film qui s'appelle Brooklyn Boogies, qui est sorti en 95 en fait. C'est un drôle de film. C'est un film en fait qui est fait avec qui a été tourné à l'arrache en quelques jours et qui est un film complètement de Smoke. Donc Smoke, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un film qui a gagné la Palme d'Or, fait par Wayne Wang et Paul Auster en 95 avec Harvey Keitel qui joue à Brooklyn en fait, un gars qui tient un petit tabac en fait et qui prend des photos tous les jours à 8h de la rue. Et donc il devient pote avec William Hurt qui a perdu sa femme. Enfin, il y a pas mal de mecs connus. Il y a Harold Perrineau qui est tout jeune, avant Lost. Il y a Forest Whitaker qui est incroyable, qui joue son père. Enfin, c'est vraiment un film, un film sur New York, en fait, sur Brooklyn. Qu'est-ce que c'est de grandir à Brooklyn? L'environnement, c'est un superbe film. Enfin, je vous conseille, si vous l'avez jamais vu, de le voir, hein. Faut pas laisser la Palme d'Or à vous dire, vous allez vous faire chier. Enfin, moi, c'est un film très très beau et touchant. Et Keitel, justement, joue un peu le Saint-Pierre, quoi. Il joue le gars qui va amasser, qui va ramener les gens vers lui et qui vont naturellement graviter vers lui. Et à côté de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un peu de temps, je pense, au niveau des acteurs, et ils se sont dit, tiens, on va faire tant qu'on a le décor, tant qu'on a les éléments, on va faire un film complémentaire. Et ce film complémentaire, donc Brooklyn Boogies, qui s'appelle, je crois que c'est Out of the Blue en anglais, j'ai plus le titre. En fait, est une suite de sketchs qui se passe autour du bar tabac c'est pas un bar, c'est un tabac, en fait, du tabac de Harvey Keitel, avec des guest stars absolument débiles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment, il y a Madonna, quoi. Il y a Madonna qui fait une danse et qui donne un courrier à Harvey Keitel. Il y a Michael J. Fox qui joue un sondeur, mais c'est un sondeur qui est uniquement intéressé par la taille de votre sexe. Et c'est que des sketchs débiles comme ça, et c'est marrant parce que je disais un peu c'est un film dont j'ai un excellent souvenir, qui avait été plébiscité en France à l'époque. Et par contre, aux États-Unis, ils l'ont défoncé, quoi. Ils ont dit c'est de la merde, les sketchs ils sont pas drôles, et je fais putain, c'est un peu chaud, quoi. Et c'est rigolo parce qu'en plus il y a plein de futurs second couteaux, de mini second couteaux juniors qui arrivent. Il y a Giancarlo Esposito qui bossait pas mal chez Jim Jarmusch. En fait, d'ailleurs Jim Jarmusch qui est dans le film aussi avec Lou Reed. Il y a Jared Harris, donc l'un des fils du grand acteur irlandais, qui est connu maintenant parce qu'il joue dans le Tchernobyl, Mad Men et compagnie. Il y a plein de gens comme ça en fait qui se baladent autour de ce microcosme, qui gravitent autour d'Harvey Keitel, ce maître d'œuvre. Et donc la scène sur laquelle je voulais revenir, c'est absolument touchant. C'est dans un sketch en fait où il y a le gars qui possède le propriétaire, quoi. Le propriétaire vient voir Harvey Keitel et lui dit écoute, je vais vendre, quoi. Je vais vendre parce qu'il y a plus de thunes, parce que ça marche pas. Et Harvey Keitel lui fait tout un sermon en disant non, tu peux pas faire ça, quoi. Tu détruis l'esprit du quartier, et voilà, il dit c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et donc il le laisse tout seul il laisse le propriétaire tout seul dans le magasin, qui se dit je m'en fous, je vais vendre. Et forcément, il y a cet aspect, putain, c'est magnifique, quoi. Et à ce moment-là, en fait, il voit Jackie Robinson, donc qui est le grand, si ce n'est le plus grand, l'un des plus grands joueurs de baseball, et c'est surtout le premier grand joueur de baseball afro-américain, qui rentre dans le magasin, en fait, alors qu'il est mort depuis des années, et on ne le voit que de dos, en fait, avec il a son jersey de baseball, et c'est Kiss David, en fait, et Jackie Lee Robinson lui dit mais il est où le stade et tout, je comprends pas, et le gars dit non, le stade, Jackie Robinson il a déménagé, en fait, c'est à dire que il était plus, ils ont perdu leur équipe de baseball, quoi, c'était il y a longtemps. Il fait bon, c'est vraiment dommage. Et j'adorerais manger une gaufre et tout, parce que a priori les gaufres étaient renommées dans Brooklyn. Et il dit non, je suis désolé, le dernier magasin a fermé il y a 10 ans. Et en fait c'est horrible parce que c'est un mix entre le Christmas Carol, donc le conte de Noël de Dickens, avec un homme qui est devenu avare et cruel et obsédé par le pognon, qui se retrouve en fait face à ce fantôme des Noëls passés, quoi, qui lui renvoie à la gueule, en fait, la déliquescence de son quartier, en lui disant, voilà, j'ai perdu ça, et en fait, et peu à peu, le mec, c'est hallucinant, quoi, le gars se met à chialer, quoi, parce que il retombe en enfance, en fait, il s'aperçoit qu'il est prisonnier d'un système, qu'il s'est laissé avoir, en fait, et qu'il a perdu son âme d'enfant, quoi, face à cette idole de sa jeunesse, de ce héros de baseball.
Et le mec, il le fait, enfin, c'est super, quoi, parce que Keith David, on le voit, il est que de dos, en fait, on le voit jamais, forcément, parce qu'il a pas le même visage, mais il le fait avec une empathie et une quasi-naïveté, en fait, par rapport à cette destruction de l'endroit où il a toujours vécu, par des moyens capitalistiques. Et c'est magnifique, quoi. Putain, c'est beau à chialer, quoi. Et vraiment, c'est là où je dis, ouais, ce gars-là, c'est un super acteur. Et je savais pas, en fait, que c'était, j'avais vu The Thing quand j'étais gosse, mais je savais pas encore que c'était lui, quoi. Et c'est en revenant plus tard, je dis, ouais, sa voix, je la connais, quoi. Enfin, ce ton, moitié désespéré, moitié plein d'espoir, en se disant, c'est pas grave, enfin, c'est les choses de la vie, quoi. Putain, c'est vraiment magnifique. Et je vous conseille, je suis sûr qu'elle est sur YouTube. Vous pouvez la consulter. C'était vraiment un très très beau moment. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, sur Spotify, et j'essaierai de faire ça tous les 15 jours. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à plus tard. Salut! Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti.